Démocratie, le Dieu qui a échoué. C'est l'ouvrage majeur du philosophe libertarien Hans Hermann Hoppe, dont Renato Moicano a brièvement parlé avant-hier soir, suite à sa victoire contre Benoît Saint-Denis. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter succinctement ce qu'il y a dans cet ouvrage, les grands principes qui y sont disséminés, pour que vous compreniez de plus près les mécanismes sous-jacents du régime démocratique et les grands principes qui font la liberté. Fuck Macron, élisait Hans Hermann Hoppe. Tels furent les mots de Moicano UFC hier soir après sa victoire contre BSD. Fuck Macron, facile, mais connaissez-vous l'auteur cité par Renato Moicano ? Non. Un fil pour résumer le plus bel ouvrage de Hans Hermann Hoppe. On y va. Démocratie, le Dieu qui a échoué est sans doute l'ouvrage le plus célèbre et important du philosophe anarcho-capitaliste Hans Hermann Hoppe. L'auteur procède à une démystification totale de la sacro-sainte démocratie. Quoi ? Sacrilège ! Voici les grandes idées de cet ouvrage, lien vers le PDF à la fin. Et pour ceux qui me regarderont maintenant en vidéo, sachez que le lien est en description et en premier commentaire. Vous aurez l'URL qui vous rapportera directement sur mon site web et sur l'article dédié qui reprend ce thread. Donc vous aurez tout qui sera dupliqué pour le retrouver, avec en plus un lien vers un PDF, d'accord ? Et pour ceux qui aiment le physique, donc les objets tangibles, restez connectés, restez sur mes espaces, abonnez-vous, suivez un peu mon actualité parce que j'aurai bientôt une œuvre à vous présenter, j'aurai bientôt un démocratie tout neuf, tout beau à vous présenter, donc patience pour ceux qui aiment vraiment les beaux objets, on a du lourd qui arrive pour vous, un peu de patience. Allez, commençons directement, si vous le voulez bien, ce thread. La préférence temporelle, l'État et le processus de décivilisation, c'est le premier chapitre parmi les 13, d'accord ? Je vous le dis directement, il y aura 13 sous-parties dans cette vidéo, correspondant aux 13 chapitres de Démocratie, le Dieu qui a échoué. L'auteur commence par expliquer que l'État perturbe toujours les mécanismes du marché, comme l'épargne ou l'investissement. Cela encourage une préférence temporelle élevée, c'est-à-dire une tendance à consommer immédiatement plutôt qu'à épargner pour l'avenir. Ce processus engendre ce qu'il nomme la décivilisation, car les individus sont alors de moins en moins tournés vers le long terme. Basiquement, en fait, l'État intervient en permanence au sein de la sphère économique. D'accord ? Nous vivons comme si nous étions libres, nous ne faisons qu'échanger, que produire, agir pour améliorer une situation sociale à chaque fois. L'État vient se greffer par-dessus, comme le parasite qu'il est. Il vient détourner la richesse, capter la richesse pour lui, pour ceux qui le régissent, pour les hommes de l'État, et pour tout un tas de gens, d'acteurs en collusion avec lui. Et ce qui se passe, c'est que ces actions-là ont des conséquences sur l'économie. Notamment, je n'irai pas dans les détails parce que sinon ça va être trop long, il y a quand même 13 sous-parties, mais une des conséquences néfastes, c'est évidemment la dégradation de l'économie et du capital, et donc pour nous, ça a des conséquences directes sur l'épargne, sur l'investissement. D'accord ? Tout ça pousse globalement les gens à se tourner vers le présent, à brûler le peu de capital qu'ils gagnent, tout en faisant fondre leur épargne. Donc en fait, il y a un processus de consommation et en même temps de dilution des épargnes qui est à attribuer directement aux États. Tout ça participe à la décivilisation dans la mesure où les individus, comme vous et moi, avons de plus en plus de mal à accumuler et à prévoir pour le long terme. Quand on ne peut plus se projeter, quand on n'arrive plus à faire des plans, moyen terme, long terme, plusieurs années, d'accord ? C'est de plus en plus difficile pour les gens vraiment de gérer leur vie. Ils sont en train de vivre au jour le jour. Et les civilisations du jour le jour, c'est très très mauvais, ça ne fait pas long feu. C'est les civilisations du tiers-monde, ou celles qui s'appauvrissent en tout cas. Voilà, celles qui s'appauvrissent, celles dont le capital se dégrade, avec de moins en moins d'options de long terme pour les gens qui y habitent directement, qui y vivent, qui y évoluent. Donc c'est extrêmement mauvais. Au contraire, la civilisation doit se tourner de plus en plus vers l'avenir. Et oui, avoir des plans de long terme, être en mesure d'accumuler, de penser à sa progéniture, d'avoir des projets, de pouvoir compter sur une épargne solide, de pouvoir investir. C'est ça la civilisation. Sinon, on est complètement consumé par l'action de court terme et on ne peut plus rien planifier pour sa propre existence. Deuxième chose, la monarchie, la démocratie et l'idée d'ordre naturel.
Dans la suite du livre, Hoppe compare les régimes monarchiques et démocratiques. Bien qu'il rejette les deux systèmes, la monarchie reste supérieure. Sous monarchie, le roi possède un intérêt à préserver son territoire pour ses héritiers. Sous démocratie, les politiciens ne sont que de petits gestionnaires de court terme, amenés à dilapider les ressources. Hoppe introduit également l'idée d'ordre naturel, celle d'une société fondée sur les droits de propriété. Mais attention, Hoppe n'est pas un monarchiste pour autant. Il y a une comparaison qui est faite dans le bouquin entre la monarchie et la démocratie, notamment via la préférence temporelle. La monarchie a une préférence temporelle globalement plus basse, donc tournée vers l'avenir, parce que le roi ou les rois qui se succèdent ont plus d'intérêt à préserver les ressources qui sont créées et qui circulent au sein du territoire pour transmettre au maximum aux héritiers du trône. Et sous démocratie, on est beaucoup plus dans du court terme, dans de la gestion, et donc dans de la dilapidation pour les 5 ou 7 ans, hein, selon les régimes et qu'importe, de pouvoir. Il y a vraiment ce truc-là en démocratie où on est amené, quand on est en fonction, à dilapider davantage. On est amené à profiter, pendant qu'on le peut, de sa position dominante et donc à dilapider les ressources extorquées aux individus productifs, au tissu industriel. Mais attention, je marque en bas, hein, Hoppe n'est pas un monarchiste. Ça, parfois, on le voit, libertarien. Hoppe est un monarchiste caché, en fait, il est pour la monarchie. Non, pas du tout. Hoppe est un anarchiste de droit privé. Il est pour un ordre naturel, fondé sur les droits de propriété. Très important de faire la différence. Il fait une hiérarchie entre les deux, c'est vrai, très bien, mais il n'est pas monarchiste pour autant. Troisième chapitre, monarchie, démocratie, opinion publique et délégitimation. Dans ce chapitre, Hoppe poursuit sa comparaison entre la monarchie et la démocratie en se concentrant sur le rôle de l'opinion publique. Il fait un lien entre le rôle de l'opinion et la légitimation du pouvoir démocratique. Si l'esprit du temps se retourne, le pouvoir en place peut s'effondrer, faute de soutien populaire. La délégitimation démocratique par les idées est donc cruciale pour faire s'effondrer le système en place et arrêter le processus de décivilisation qu'il décrit. Quel que soit le régime en place, un régime donc coercitif, qui use des moyens politiques, en fait, il a toujours besoin d'une légitimation, d'un soutien populaire. Il faut que les idées majoritaires soient en faveur du fonctionnement interne, donc en l'occurrence nous, de la démocratie. Il faut que la plupart des gens soient OK, pour le dire simplement, avec la démocratie. Ce que dit Hoppe, c'est qu'en fait, il faut, par les idées qui circulent, par une forme d'éducation populaire libertarienne et par une conscience de classe libertarienne, il faut délégitimer petit à petit ces idées démocratiques et ainsi faire changer les esprits. Parce que le monde, oui, le monde n'est pas un grand déterminisme social, non. Le monde évolue, parce que les hommes évoluent, parce que ce qui se passe dans leur tête s'évolue. Et donc c'est à ça qu'il faut toucher. Quatrième chapitre, démocratie, redistribution et destruction de la propriété. La démocratie implique des politiques de redistribution massive. La richesse des uns est ainsi transférée vers les autres par la force de l'État. Cette attaque directe contre la propriété privée détruit toutes les incitations à la production et à l'épargne, décivilisation, rappelez-vous. La démocratie engendre alors des cycles de redistribution nuisant à la prospérité, tout en encourageant les comportements de prédation de tous contre tous. Une grande caractéristique de la démocratie, ce sont les transferts de richesses coercitifs, des uns vers les autres. Les uns sont toujours les productifs, des gens qui vont générer de la valeur, qu'ils soient entrepreneurs ou salariés, mais en tout cas insérés dans le tissu productif, vers les autres, donc des groupes privilégiés, ce qu'on appelle parfois des minorités actives, bruyantes, voilà, qui ont leur rond de serviette, qui ont leur lobby, qui ont leur, leur groupe de pression, qui ont leur place à l'Assemblée, on s'entend. Et donc, ça, c'est une attaque directe contre la propriété privée, puisqu'il y a extorsion, il y a vol, il y a spoliation légalisée. Donc chacun de nous est volé pour nourrir des gens qu'on n'a pas du tout envie de nourrir. Et tout ça participe encore une fois à la grande décivilisation, à la destruction de notre capital, et donc à des comportements pour nous à la fin qui sont de plus en plus tournés vers le présent, et malheureusement aussi nous-mêmes vers des comportements de prédation. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a même beaucoup de gens très bien et tout à fait charmants, bien sous tout rapport comme on dit, qui sont amenés eux-mêmes à
profiter du système en place et à se faire receleur d'argent volé, à se faire participant du vol, voilà. Chacun est amené en fait à piocher dans le grand butin public. Mais personnellement, je m'attaque toujours au système et à ce qu'il révèle. Centralisation et sécession. Les grandes structures étatiques sont tyranniques et contraires à l'ordre naturel de libre marché. Rappelez-vous, la propriété privée. C'est pourquoi l'auteur défend l'idée de sécession, seule voie légitime contre la centralisation de l'État. Il appelle donc à la création de petites unités territoriales fondées sur les principes de la propriété privée. Face au processus de centralisation, au processus de concentration, c'est pareil, donc de renforcement du pouvoir et au contraire à l'effacement de l'individu, puisque l'un avance aux dépens de l'autre, l'État avance contre nous, donc contre nos intérêts individuels. Contre tout ça, il faut revenir en fait à de la décentralisation, il faut tirer dans l'autre sens, et pour ça, il faut revenir à l'individu. Pour ça que le libertarianisme tout entier repose sur la souveraineté individuelle, sur les droits de propriété. C'est précisément en revenant à l'individu qu'on est amené à penser la décentralisation, l'autonomie, la subsidiarité, et des sécessions diverses qui amèneront à la création de petites unités territoriales, de petits collectifs, communautés, villes privées, et j'en passe et des meilleurs, pour faire cette foutue liberté. D'ailleurs, c'est pour ça que Heinz Hermann Hoppe parle souvent d'une conception européenne des 1000 Liechtenstein. Le Liechtenstein est une toute petite terre, un territoire, qui, donc je crois qu'ils sont 30 ou 40 000, vous vérifierez, mais je crois qu'il y a très peu de monde. Mais en fait, c'est très à l'échelle libertarienne. Même si ça n'est pas à proprement parler une anarchapie, un territoire de droit privé, c'est quand même proche du système de liberté. Comme de par hasard, c'est extrêmement riche. C'est bizarre. C'est aussi d'ailleurs un territoire qui a survécu aux guerres, qui n'a jamais eu besoin d'avoir une armée monstrueuse. C'est bizarre, par les contrats, par le fait de se rendre indispensable, d'être une réserve de valeur, de capital monstrueux, d'être aussi exigeant sur l'immigration, enfin bref, plein de petites choses. D'ailleurs, il y a aussi le droit de sécession communale. Donc les communes peuvent faire sécession. C'est relativement proche du modèle anarchap. Ces petites unités, d'ailleurs j'ai oublié un S ici, petites au pluriel, territoriales, fondées donc sur la propriété privée. 6e chapitre, socialisme et désocialisation. Le socialisme supprime les incitations individuelles à produire, à innover et à accumuler. Il génère de la pauvreté et déstructure toute la société. Hoppe souhaite rendre à chacun, propriétaire privé originel et ou usager actuel, la propriété injustement collectivisée par l'État. Il s'agit de transformer les anciens biens publics en ressources productives contrôlées par des individus propriétaires et responsables. Ici, pour aller un petit peu vite, parce que c'est pas un chapitre qui est si évident que ça, on va dire à première vue, par rapport à certains, je trouve en tout cas, l'idée c'est de rendre à chacun son dû. Il y a une espèce de réparation là-dedans, qui est en accord avec la justice de toute façon chez nous, libertariens, dans la mesure où on va passer de l'État à la propriété privée. Il s'agit de rendre à chacun de nous une petite part de la propriété injustement collectivisée pour que les anciens biens publics volés par l'État en fait, par la consommation de l'impôt et voilà, par l'extorsion, il s'agit donc de faire de ces biens publics des biens productifs, des appareils productifs, donc des entreprises soumises au marché et contrôlées par des individus propriétaires, des associations propriétaires, des gens qui vont être responsables économiquement et juridiquement et qui pourront enfin rendre des services sur le marché, tout simplement. On passe de l'improductif au productif, de l'illégitime au légitime. C'est un peu plus fin que ça dans le processus, dans la manière de fonctionner, de rendre à chacun son dû, mais je vais vite pour les besoins de la vidéo. Libre immigration et intégration forcée. L'État empêche les propriétaires de discriminer librement sur la question migratoire. Il en résulte une intégration forcée au sein du territoire.
Des tensions sociales éclatent entre les locaux et les populations importées par l'État, car les premiers sont obligés de vivre et de partager leurs espaces avec les seconds qu'ils n'ont pas expressément choisis. Donc ça veut simplement dire que chacun de nous, chaque adulte du territoire français subit l'immigration de masse imposée par l'État, et que, par conséquent, on constate, mais c'est tout à fait naturel, que des frictions émergent dans la mesure où le vivre ensemble n'est que factice, il n'existe pas vraiment. On n'a pas choisi de vivre avec des gens qu'on nous a imposés, par définition. On n'a pas de conception migratoire par la propriété privée, par l'accord des uns et des autres. C'est tout le problème, et ça fait le lien avec le 8e chapitre, libre-échange et immigration limitée. L'auteur explique qu'il y a une différence fondamentale entre les biens et les personnes. Les biens ne peuvent être échangés que par accord mutuel. Mais les personnes sont douées de volonté. Elles peuvent donc migrer sans le consentement des résidents. Hoppe défend alors l'idée d'une immigration limitée, celle où les individus ne devraient pas pouvoir entrer sur un territoire sans y être invités par leurs propriétaires. Et là, on pourrait aller beaucoup plus loin sur le fonctionnement de la gestion des flux humains selon l'anarcho-capitalisme. Ça serait trop long encore une fois, c'est une vidéo pour YouTube donc je vais un peu vite, mais l'idée c'est celle d'une immigration sur libre invitation. On ne devrait pas pouvoir se déplacer et donc fouler le sol d'une propriété et donc d'un territoire, pour parler simplement, sans avoir reçu l'accord manifeste des propriétaires de celui-ci. Après, il y a toute une réflexion à avoir sur l'invitation, sur qui inviter, quelles règles mettre en place, l'adéquation des coutumes, j'en ai parlé, ou des mœurs. C'est vraiment très fin sur tout ça, mais on va un petit peu vite pour les besoins de la vidéo. 9e chapitre, coopération, tribu, ville et l'État. La coopération humaine naît de la division du travail. Elle améliore la productivité en spécialisant les individus. Cette dynamique est à la base de tribus où la propriété privée est nécessaire pour s'organiser. Dans les grandes villes d'aujourd'hui, la décivilisation est très avancée à cause de l'expansion des États. Les élites politiques y sont très présentes et elles en profitent pour accroître toujours plus leur pouvoir. Par ailleurs, les interventions étatiques aggravent les divisions ethniques et sexuelles en détruisant la coopération qui aurait pu émerger dans un cadre de libre association et de libre séparation. Là, il y a une petite partie historique, avec des sociétés plus anciennes où la propriété privée était davantage respectée et nécessaire pour s'organiser. On parle de spécialisation, de productivité, de division du travail, bref, des choses qui ont émergé naturellement au cours de l'histoire. Et on parle après, forcément, de la concentration de l'État, de l'émergence des villes et de la présence de l'État en leur sein. Aujourd'hui, vraiment, les élites politiques qui sont très présentes, c'est des centres majeurs pour les hommes de l'État, pour s'accroître, pour générer des conflits et pour en profiter, pour intervenir toujours plus. Vous savez que l'État trouve des prétextes en permanence pour intervenir, pour se développer, pour proliférer. Il crée des problèmes qu'il prétend ensuite résoudre, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça qu'il y a une décivilisation qui est très avancée sur tout un tas de plans culturels, ethniques, sexuels, je l'ai marqué ici aussi, qui est très avancée donc au sein des villes. Et l'État en profite vraiment pour aggraver tout un tas de divisions et créer des tensions pour s'accroître, pour prendre du pouvoir. Conservatisme et libertarianisme. Le lien entre conservatisme et libertarianisme n'est pas à faire sur le plan politique, mais bien sur le plan de la défense de ses traditions. Hoppe soutient que des institutions naturelles comme la famille et la propriété privée sont les piliers de la société libre et civilisée. C'est pourquoi les libertariens modernes doivent rejeter les courants égalitaristes qui diluent la liberté. Au contraire, ils doivent être des conservateurs sociaux pour s'en protéger. Donc là, il y a un lien qui est fait en fait entre propriété privée et son rôle de protection. C'est pas tant qu'on est conservateur nécessairement sur le plan des mœurs, même si ça peut tout à fait être compatible sans aucun problème, c'est plutôt vraiment là sur le plan de la protection de ce qu'on est. La propriété privée en fait est une forme de bouclier. Elle nous permet de dire non, rappelez-vous, on peut faire des choix, on peut discriminer librement à l'entrée des territoires, on peut accepter ou non des individus, on peut ostraciser, on peut donc appliquer une forme de darwinisme social par les idées, par la culture,
Et tout ça propage certaines idées plutôt que d'autres et donc permet de mettre en avant certaines idées et certaines cultures plutôt que d'autres dans des espaces donnés, puisqu'évidemment la mosaïque ensuite produit des configurations différentes en fonction des préférences et des gens qui s'y rassemblent. 11e chapitre, les erreurs du libéralisme classique et le futur de la liberté. Le libéralisme classique a accepté à tort l'État comme outil compatible avec la défense de la liberté. Cette erreur a permis au socialisme de se développer, détruisant les droits qu'il était censé protéger. Pour corriger cette erreur conceptuelle majeure, il faut accepter la théorie anarcho-capitaliste. Le système de propriété privée absolue nous permettra d'établir les bases d'une société libre et prospère. En fait, le libéralisme ne retrouvera sa cohérence qu'en rejetant toute forme d'État. Seule la théorie européenne de l'anarchisme de propriété privée s'inscrit dans cette volonté. Ici, c'est assez dur à accepter pour certains libéraux, mais qu'on parte des social-démocrates très très vaguement libéraux aux minarchistes, en passant donc par les libéraux classiques, et voilà, il y a une erreur majeure, qui est celle de légitimer l'État, comme institution, comme nécessité, comme moindre mal, certains diront aussi. C'est une erreur qui est absolument catastrophique, majeure. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a une théorie anarcho-capitaliste qui va beaucoup plus loin, qui rejette l'État par principe, parce que l'État s'oppose par les moyens politiques à la propriété privée, et que par ailleurs, ces fonctions régaliennes sont parfaitement réalisables et souhaitables au sein du marché. Il n'y a plus aucune raison de le légitimer aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait. Nous philosophons après Murray Rothbard, nous philosophons après son élève, Heinz Hermann Hoppe. On philosophe après eux, on doit prendre en compte la théorie. On fait de la philo, donc il faut être sérieux sur tout ça. Si le système, si la théorie juridique, si la doctrine est correcte, on la prend comme elle est. Et on arrête de faire les fragiles, on arrête de faire les mous, on arrête de lésiner. Ce qui compte, c'est la véracité. Ce qui compte, c'est de passer les idées correctes. Qu'attendez-vous ? 12e point, l'État et la production privée de la sécurité. Ça fait un lien parfait avec le point précédent. L'idée selon laquelle l'État serait le seul garant de la sécurité est une erreur fondamentale. L'État abuse de ce monopole pour nous exproprier par ses lois et ses taxes. En réalité, la production privée de la sécurité est non seulement souhaitable, mais surtout possible. En effet, des acteurs privés en concurrence pourraient nous fournir des services de protection, police, sécurité, justice. Étant soumis à la discipline de marché, ils n'auraient d'autre choix que de bien servir leurs clients. La concurrence dans la fourniture de services de protection est une nécessité pour sortir du joug étatique et la garantie d'une qualité de service tirée vers le haut. Comprenez bien, amis libéraux non radicaux, hélas, mais vous le saurez après cette vidéo, à n'en point douter, que toute entité qui capture un monopole de la violence aura tendance à vouloir l'étendre pour se renforcer. On y revient, décivilisation par la concentration du pouvoir qui revient à éroder les droits de propriété. Donc vous donnez à l'État les moyens de sa puissance, les moyens de la violence. Vous lui donnez ce moyen-là, déjà intellectuellement, donc vous le légitimez, on y revient. Et puis dans les faits, c'est bien ce qui se passe. Expropriation continue par la réglementation, par la taxation, et par, tout simplement, la détention d'une police et d'une justice. C'est pour ça que c'est aussi grave de légitimer le régalien monopolistique. Tout tient par ça, tout tient par ça. Donc il faut se réveiller sur ça. Il n'y a absolument aucune raison éthique et logique qui nous permette de dire que l'État serait le seul garant du régalien. Et enfin, 13e chapitre, l'impossibilité d'un État limité et la perspective d'une révolution. L'État limité est une fausse bonne idée. En effet, dès qu'un monopole de la protection est établi, il tend à s'étendre, car la caste en place cherchera toujours à accroître son pouvoir. Par ailleurs, l'expansion étatique, même en partant de peu d'États, est inévitable en démocratie car les dirigeants profitent de leur position dominante pour redistribuer les richesses à leur avantage.
L'auteur finit donc par nous parler de stratégie libertarienne. À ce titre, il évoque l'idée d'une révolution ascendante en délégitimant l'État démocratique par les idées et en favorisant la création d'entités territoriales décentralisées. Donc c'est une espèce de petite conclusion, on ne va pas se répéter, mais l'État tend toujours à s'étendre, une monarchie deviendra plus tard une grosse monarchie, donc un État finalement tout à fait classique et omniprésent et destructeur, et même au bout de 100, 200 ou 300 ans, qu'importe, mais il finira par reglisser. En tout cas, c'est un risque considérable que je ne suis pas prêt à prendre, tout en étant de toute façon une idée, donc la monarchie, une idée fausse par nature, par principe plutôt. Et donc, à la fin, ce qui est intéressant, c'est l'idée de transformation par le bas, par l'individu. Donc en fait, ce qui est une approche du bas vers le haut, une approche ascendante, c'est pareil, c'est ce qui est marqué, par l'individu, par le bas. Ce sont les idées qui transmettent d'esprit en esprit, donc l'action de chaque individu, voilà, qui permet cette transformation radicale des mentalités, des doctrines, et donc après des actions, quoi. Le changement social se fait par chacun de nous, pour le dire encore plus simplement, et donc ça, il faut que ça mène plus tard, dans un second temps, à du concret, et donc à la création d'entités territoriales décentralisées, légitimes, parce que reposant sur le droit naturel, sur la souveraineté de chacun de nous, et donc sur une logique de nœud de contrat, de contractualisation, avec des territoires appartenant à des propriétaires, des copropriétaires, des associations de propriétaires, et des gens qui résident via contrat, avec des régaliens décentralisés en concurrence, avec tout un tas de services disponibles sur place. Donc voilà, une conception d'une foultitude de territoires en concurrence aussi, parce que chaque propriétaire a intérêt à attirer les capitaux, et donc en même temps donc les individus productifs et les talents, tout simplement. Donc il y a une sorte de compétition des juridictions, c'est ça qui est intéressant aussi. Et ce qui est surtout le plus intéressant, c'est que plus personne ne sera soumis à des régaliens directement. Chacun aura possibilité de souscrire à des régaliens privés en concurrence, et chacun devra également jouer sa peau sur le marché. C'est aussi pour ça que, et ça je le disais hier dans ma vidéo, le monde libertarien, le monde libre en fait, mais en fait le monde normal, quand on dit le monde libertarien, c'est ce qu'on vit déjà, c'est juste que l'État est par-dessus. Ça c'est hyper important à comprendre. Le monde libre, en fait on le vit déjà, mais l'État est par-dessus. Lui c'est un parasite, il capte, il détourne les richesses, mais en fait notre vie est libertarienne par défaut. Mais bref, ce monde-là est un monde de responsabilité. Donc il n'y a plus d'histoire de parasitisme social, de prédation, non. Chacun est un individu qui va rendre des services. Chacun passe des contrats avec chacun pour le servir, s'enrichir et faire grossir sa propre part de gâteau. C'est une logique d'extension continue par l'individu et pour l'individu. C'était le propos global sur la démocratie, sur plutôt démocratie, le dieu qui a échoué. Je précise à la fin que j'ai pas pu tout dire. Il y a trop de choses, c'est trop fin, c'est vraiment un ouvrage qui est brillantissime. Pour moi, on est sur un top ouvrage libertarien all-time, je le dis sincèrement, avec sûrement l'éthique de la liberté nécessairement, et puis après, je sais pas, il y a tellement d'ouvrages intéressants. L'action humaine de Mises, disons. L'action humaine de Mises, c'est quand même brillantissime. Pour moi, ça a été une de mes plus grandes révélations intellectuelles dans ma vie. C'est quelqu'un qui a participé activement à ma transformation. Tout comme en France, des gens comme Stéphane Gère, que je salue, comme Christian Michel, qui est un auteur aussi libertarien que j'avais lu à mes tout débuts. Voilà, c'est des gens qui ont contribué à mon élévation. Si vous souhaitez accéder à cette œuvre, en PDF pour l'instant, lien en description et en commentaire épinglé, il y aura une URL. Vous cliquez dessus, il y aura une seule URL, c'est facile. Vous cliquez dessus, vous atterrirez sur ce thread, retranscrit en article, et sur un PDF complet qui fait 300 ou 400 pages de mémoire. Je crois 400 et quelques, c'est quand même assez costaud, démocratie, le dieu qui a échoué. Mais voilà, c'est pour les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent vraiment gratter. Et patience, le livre, l'objet physique, arrivera sous peu. Je vous tiendrai au courant. Écoutez, chers amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce vers le haut.
Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre précieux temps et à vous dire tout simplement à la prochaine. Ciao!